Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. On a célébré l'année dernière le 100e anniversaire de la naissance de Georges Pompidou, Premier ministre du général de Gaulle, élu président de la République en 1969. Et on célébrera dans 18 mois précisément le 40e anniversaire de sa mort. Entre ces deux anniversaires, Franck Ferrand a choisi de lui consacrer une émission aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Pour tout vous dire, cette émission m'a paru s'imposer, eu égard à l'importance du livre que viennent de publier les éditions Robert Laffont, un ouvrage d'Alain Pompidou avec Éric Roussel, fondé en grande partie sur la correspondance inédite du deuxième président de la Ve République. Alain Pompidou et Éric Roussel sont avec nous dans ce studio, mais aussi l'une des grandes voix d'Europe 1, Catherine Ney, dont l'acuité des analyses sur le monde politique est bien connue. Et comme l'émission est en direct, je le précise parce que certains en doutent parfois. Ben oui, tout ça est enregistré. Non, c'est en direct. C'est le moment de nous envoyer vos questions et vos remarques, soit par le site internet d'Europe 1, soit via nos réseaux sociaux préférés. Oui, vos questions, vos remarques et pourquoi pas vos éventuels souvenirs. C'est aussi l'intérêt des sujets d'histoire très contemporaine. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous qui recevons ici à Europe 1 quantité de livres chaque semaine, nous sommes bien placés, je crois, pour juger de la rareté des véritables documents. J'entends par là ces ouvrages qui apportent à la connaissance de l'histoire une matière vraiment utile, réellement inédite. Eh bien, c'est le cas du livre que nous propose Alain Pompidou, fils du président, et notre ami Éric Roussel, déjà biographe de Pompidou. Première surprise, ce livre est signé Georges Pompidou. Et pour cause, il offre à notre envie de savoir des lettres, des notes, des portraits rédigés par cet acteur de l'histoire pendant près d'un demi-siècle. Entre 1928, il avait 17 ans alors, et sa mort en 1974. Le docteur Alain Pompidou, professeur émérite à la faculté de médecine, possédait déjà toutes sortes d'écrits inédits de la main de son père, mais il n'y avait pas vraiment de quoi tirer un ouvrage entier. Et voilà que coup sur coup, lui parviennent 2 corpus de lettres du grand homme, environ 200 envoyés à son ami d'enfance Robert Pujol, et puis une grosse centaine adressée à René Brouillet, ce camarade de Cagnes grâce auquel Pompidou était entré juste après la guerre au cabinet du général de Gaulle. Cet ensemble inespéré de confidences toutes neuves devait donner naissance au livre qui nous intéresse aujourd'hui et qui nous offre cette belle occasion de revenir sur le destin national, n'est-ce pas, d'un fils d'enseignant originaire du Cantal. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire sur les origines de Georges Pompidou ce joli texte d'Arthur Comte, qui mériterait évidemment d'être prononcé avec l'accent rocailleux de son auteur. Je vous en fais grâce néanmoins. On est à Montboudif. On s'appelle Pompidou. On se prénomme tout bonnement Georges du côté maternel, on est greffé sur des Chavanacs. Dans la maison natale, on ne connaît qu'un danger, celui de glisser dans l'escalier trop astiqué par tante Eulalie. On a pour marraine de baptême une Julie, marchande de toile, pour parrain un Camille, marchand de toile. Père instituteur, mais le grand-père est un paysan qui exploite le domaine des marquis de Naucase. Par l'autre branche, on a pour ancêtres des marchands de draps, des cafetiers, des embellisseurs de bestiaux ou des colporteurs d'almanachs. On a pour premier paysage une poignée de chaumières à 1000 mètres d'altitude, entre montagnes à vaches et volcans éteints, avec des sentiers qui serpentent entre la saine odeur du fumier et l'âcre parfum du foin. Né solide, dans une province solide, Georges Pompidou toute sa vie a été insolide. Ce n'est point que la robustesse exclut la finesse. Cette province excelle autant à fabriquer de la dentelle que du fromage gras. Ce n'est point davantage que l'ensemble des origines implique la monotonie. Cette province a toujours aimé autant l'aventure que la fidélité. Et ce n'est point que Georges Pompidou, devenu président de la République, soit un personnage aussi simple que ses ancêtres paysans ou courtiers. Dans la galerie des grands destins de notre temps, il compose l'un des caractères les plus malaisément déchiffrables. C'est pourtant bien ce que je vous propose cet après-midi, déchiffrer l'énigme Georges Pompidou. La Hotte de Noël, Europe 1. Et oui,
Noël approche à grands pas et jusqu'au 25 décembre sur Europe 1, la Hotte de Noël est de retour avec des centaines de cadeaux à gagner. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans cette Hotte de Noël, cher Julia ? Nous vous proposons de jouer pour gagner un séjour d'une semaine pour 6, 7 ou 8 personnes à la mer, à la montagne, dans une résidence 3 étoiles Mona Lisa. Cadeau exceptionnel car vous pourrez choisir votre destination et partir en famille, même pendant les vacances scolaires. Valeur du séjour 1 400 €. Alors pour vous inscrire au tirage au sort, vous envoyez le mot de passe et histoire au singulier par SMS 7 39 21, 50 centimes plus coût à SMS, ou bien vous nous appelez au 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Bonne chance à vous tous. En décembre, c'est Noël tous les jours avec la Hotte de Noël Europe 1. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Avec une émission consacrée aujourd'hui aux années Pompidou. Et pour en parler, Franck, nous vous retrouvons avec vos invités sur Europe 1, Catherine Ney, Alain Pompidou et Éric Roussel. Bonjour à vous trois et merci de nous avoir rejoints pour parler de ce personnage dont je disais à l'instant, Catherine Ney, qu'il était un peu une énigme. C'est vrai que le personnage n'est pas très facile à cerner. Comment est-ce que vous le décririez, vous qui connaissez tout ça par cœur ? La première fois que je l'ai vu, je débutais dans le journalisme, c'était en 68. Il était le Premier ministre depuis 6 ans et dans toute sa splendeur, parce qu'il était une sorte de numéro 1 bis. Mais quand je l'ai vu, la première fois, moi j'ai eu un choc physique, parce que c'était une silhouette dense, comme ça, un charisme compact. Il émanait de lui une force et autorité peu commune. Et puis il y avait ce visage, vous savez, avec le teint toujours hâlé, un nez bourbonien, et alors ces sourcils, incroyable. Et dans lequel était encastré un regard très étonnant, des yeux verts, pères, vous voyez, ourlés de longs cils noirs, et qui vous regardez, c'était tantôt caressant, tantôt impitoyable. Et je me souviens quand il arrivait dans les couloirs de l'Assemblée nationale, mais les députés UNR se rapetissaient de 10 cm tellement ils le craignaient. C'était l'autorité incarnée, et en plus à l'époque, on se disait on lui aurait acheté sa santé parce que il avait l'air d'être une force peu commune. Est-ce que dans l'intimité, cette âme de chef Alain Pompidou ressortait ? Est-ce que votre père faisait peur en quelque sorte ? En famille, il ne faisait pas peur. Il avait besoin de se ressourcer en permanence en famille, dans les maisons de campagne diverses, Orvilliers, Cajarc, puis Brégançon, bien évidemment. Et c'était absolument indispensable pour lui, compte tenu des contraintes qu'il subissait. Mais il ne terrorisait pas. Par contre, il avait un sens de la rigueur et de l'autorité qui était admis par tout le monde, reconnu par tout le monde et souhaité par tout son entourage. Oui, est-ce que je peux rajouter quelque chose sur le regard ? Parce que moi, c'était ce regard qui m'avait percé. Et d'ailleurs, Don Mauriac disait, il a un œil diable et un œil prêtre, vous voyez, qui était bon. Et c'était Balladur qui m'avait raconté que lorsqu'il était en réunion avec lui, qu'il réfléchissait tout haut et que le regard partait en l'intérieur de lui-même, il fixait en fait son interlocuteur et sans le voir. Et Balladur m'avait dit, je ne me suis jamais habitué à être regardé comme ça. Oui, pourtant Dieu sait qu'il l'a souvent croisé, ce regard, Édouard Balladur. Je dois dire que ce regard était impressionnant lorsque, au décours d'une conférence de presse, un journaliste lui a posé la question de Gabrielle Russier, qui était enseignante d'ailleurs comme lui. Bien sûr. Et il était extrêmement compassionnel. Il faut expliquer en un mot, puisque vous parlez de cette affaire. Gabrielle Russier. Gabrielle Russier qui avait été donc traduite en justice pour avoir eu une relation avec un élève beaucoup plus jeune et qui s'était suicidé. Voilà. Et mon père avait été bouleversé. Et à ce moment-là, le journaliste lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Et si on voit les images de Lina, on retrouve exactement ce que vous décrivez. Mon père rentre en lui-même, on voit les yeux à ce moment-là qui cherchent, et il cite Éluard. Et ça, tout le monde s'en souvient. Voilà, quelle immense culture. Alors on va venir justement à ce très grand lecteur qu'a été Georges Pompidou, notamment pendant toute sa longue formation intellectuelle, pendant sa jeunesse. Je voudrais juste revenir d'un mot sur ce livre que vous avez titré Georges Pompidou. C'est un livre de votre père en quelque sorte. C'est un peu un devoir filial de votre part, Alain Pompidou. De ma part, je me devais de préparer un hommage à mon père. À 60 ans, je me suis dit, j'ai quelques documents. Et puis tout d'un coup, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ces 350 lettres me sont arrivées, j'avais le fil rouge, j'étais tout seul. C'était pas à moi de faire cet ouvrage. Et c'est là que je me suis dit que le meilleur, puisqu'il fallait donner
la vision historique, c'était Éric Roussel. On s'est rencontrés, on ne s'est plus jamais quittés. Éric Roussel, grand spécialiste de la 4e et de la 5e République, et notamment de Georges Pompidou, auquel il avait déjà consacré une biographie. Et du général de Gaulle. Il faut préciser, car vous l'avez vous-même révélé, il n'y a pas si longtemps, que vous êtes le fils adoptif de Georges et Claude Pompidou, Alain Pompidou. Absolument, il se trouve que mes parents ont fait un acte de générosité extraordinaire parce qu'en 42, on n'avait pas de quoi manger. Ah oui. Donc adopter un enfant en 1942, c'est un acte de générosité absolument extraordinaire. Et pourquoi on n'en a jamais parlé? Parce que à l'époque, c'était honteux de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Eh oui. Aujourd'hui, on se glorifie. C'est le genre de choses, oui, on n'en parlait pas en fait. Voilà. Dans un instant, nous venons sur la formation de Georges Pompidou et puis comment est-ce qu'il est arrivé aux affaires politiques. Vous allez voir que c'est assez tard et dans des conditions un peu particulières. Franck Ferrand sur Europe 1. Avec jusqu'à 14h sur Europe 1, une émission consacrée aux années Pompidou, Franck. Alors, avec Éric Roussel, il y a quelques mois, nous avions parlé de la formation intellectuelle de Georges Pompidou, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle a été extraordinairement approfondie. C'est un intellectuel, cet homme-là, ne l'oublions pas. Et en même temps, dans une lettre à Robert Pujol, on voit que certains de ses amis l'accusaient de dilettantisme. Alors voilà ce qu'il répond. « Tu m'attaques sous prétexte de dilettantisme, je proteste. Parfaitement, je suis dilettante, mais le dilettantisme est avant tout du scepticisme qui consiste à voir sur le même plan à peu près toutes les solutions et à ne prendre jamais parti ou rien qu'en se moquant de soi-même. Le dilettantisme est loin d'exclure la profondeur ni même au fond l'érudition, mais ne parlons pas d'érudition. En tout cas, il ne s'agit pas de toucher à tout, mais de ne sacrifier à rien. Il n'y a pas un domaine de la pensée, de l'intellect, de la philosophie, de l'art qui devait échapper à cet esprit-là, Éric Roussel. Oui, c'était quelqu'un qui avait une grande curiosité. Et moi, ce qui m'a frappé en éditant ce livre, c'est que Georges Pompidou avait éprouvé une certaine difficulté finalement à arrêter un jugement sur des problèmes à la fois politiques, aussi littéraires, etc. Mais surtout politiques. Au fond, il s'est cherché longtemps, il a cherché longtemps sa voie. Et c'est là où on voit d'ailleurs que combien la société française a changé. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a sa formation intellectuelle, son cursus extrêmement brillant, trouverait tout de suite la porte d'entrée. Alors que lui, finalement, je dis pas qu'il s'est égaré, mais enfin, on a l'impression qu'il a cherché longtemps sa voie. Il cherchait, et moi, ce qui m'apparaît, c'est que... Il a beaucoup médité avant d'agir. Dieu sait que c'est un homme d'action, mais un homme d'action qui avait... Il a beaucoup médité, il était déçu par beaucoup de choses, notamment à la fois par la littérature, ça peut paraître surprenant, parce que la littérature de cette époque, aujourd'hui, est considérée comme un grand moment de la littérature française, et aussi par l'évolution de la vie politique. Et au fond, moi, je trouve qu'en lisant ce livre, on voit très bien que, confusément, il attendait quelqu'un, et ce quelqu'un qui va s'appeler De Gaulle. Voilà. Et au fond, c'est De Gaulle. Et dans le très beau portrait qu'il fait du général à la fin du livre, qu'il a écrit en 73, peu de temps avant sa mort, il a cette formule, il dit, au fond, il m'a révélé à moi-même. C'est ça. Il attendait ce catalyseur. Il avait déjà rencontré une première personne, il faut le dire. Il le raconte, d'ailleurs, c'est très beau ce passage dans le livre. C'est la rencontre avec sa femme qu'il croise dans un premier temps au cinéma Saint-Michel. Dans l'échange de regards, on voit à quel point les regards, c'est ce sur quoi insistait Catherine au début de l'émission, on voit à quel point les regards ont joué un rôle important dans cette vie. Il échange un premier regard avec Claude, et puis il la retrouve un peu plus tard sur le boulevard Saint-Michel. Elle était seule, écrit-il, marchant du pas rapide qui est le sien, vêtu d'un long manteau de poil de chameau. J'hésitais un instant, puis je fis demi-tour, la rattrapai, l'abordai. La prise de contact ne fut pas facile. Pourtant, je la convainquis que je n'étais pas un spécialiste du raccrochage. Tous deux, d'ailleurs, sentions bien qu'il s'agissait d'autre chose. Et à partir de là, ça va être un couple très fort. Et l'on comprend notamment pourquoi Georges Pompidou a si mal vécu cette affaire Markovic dont on parlera tout à l'heure. Alors, vous dites, il est venu tard à la politique, il y est venu avec le général de Gaulle, mais il n'y est pas venu pendant la guerre. C'est ça qui est un peu extraordinaire. C'est
c'est qu'en fait, on a affaire à un gaulliste de l'immédiate après-guerre, Catherine Ney. Oui, c'est un gaulliste de conviction, toujours. Mais vous savez, en 1930, il écrit il aime pas la guerre. Hein. Il dit d'ailleurs se faire tuer. Il y a un fond de pacifisme. Ah, mais totalement. Il est socialiste au début. Il est socialiste au début et il écrit en 1930 parce qu'il a gardé évidemment le très mauvais souvenir de la guerre de 14. Il en a vu les effets. Il a dit plutôt tout donner à l'Allemagne si ça devait recommencer. Enfin, il écrit ça en 1930. Et il dit aussi dans une autre lettre, mais mourir pour la patrie, mais enfin c'est une idiotie. Donc c'est pas quelqu'un qui aime s'engager, mais qui a quand même fait la drôle de guerre, qui est parti sur le front, j'ai oublié où, sur la Somme. D'ailleurs Claude sa femme était très inquiète. Bon, lui, il a admiré qu'un général puisse faire ce que lui n'était sûrement pas apte à faire, mais il avait un engagement intellectuel, moral, spontané pour le général de Gaulle. Ça, alors là, et d'ailleurs, il a fait acte de candidature assez nettement auprès de ses amis. Comment entre-t-il au cabinet de Gaulle d'un mot, Éric Roussel ? Eh bien, il entre, comme vient de dire Catherine Ney, à la suite d'une initiative tout à fait personnelle. Au moment de la libération de Paris, il apprend qu'un certain nombre de ses camarades sont auprès du général de Gaulle, et notamment René Brouillet, qu'il avait connu avant la guerre durant ses études. Donc il écrit une lettre, d'ailleurs, qui est reproduite dans ce livre. Il écrit une lettre à René Brouillet pour lui dire, voilà, il se décrit d'ailleurs tel qu'il est, tel que je ne demande rien de brillant, je voudrais simplement me rendre utile. Et il a cette expression, je crois pouvoir faire autre chose que décliner les roses à la rose. Voilà. Donc ça commence sur un mode assez modeste, il faut le dire. Il va entrer à un poste qui va lui donner quand même assez vite accès au général et l'occasion de se faire évidemment apprécier parce qu'il avait de grandes qualités qui ne passaient pas inaperçues. Début d'une collaboration qui va déboucher sur ce que l'on sait. La Hotte de Noël, Europe 1. Et je vous rappelle que vous avez encore quelques minutes pour jouer à la Hotte de Noël. Et pour tenter de gagner un séjour d'une semaine pour 6, 7 ou 8 personnes à la mer ou à la montagne dans une résidence 3 étoiles, Mona Lisa. Cadeau exceptionnel car vous pourrez choisir votre destination et partir en famille, même pendant les vacances scolaires, valeur du séjour 1 400 €. Alors pour vous inscrire au tirage au sort, je vous redonne le mot de passe, c'est histoire au singulier par SMS au 7 39 21, 50 centimes plus coût des SMS ou bien vous nous appelez au 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Bonne chance à vous tous et nous annoncerons avec Franck le nom du gagnant en fin d'émission. En décembre, c'est Noël tous les jours avec la Hotte de Noël Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et nous sommes cet après-midi sur Europe 1, au cœur des années Pompidou, Franck. Et oui, et vous voyez que même pendant les interruptions, nous continuons évidemment autour de cette table. Alors, vous vouliez justement, Alain Pompidou, préciser un aspect important du rapport de votre père à la culture. Oui, je crois que c'est là qu'est toute la complexité du personnage sur le plan de son attitude intellectuelle en quelque sorte. Dans la mesure où c'était quelqu'un qui était en anticipation de la modernité en permanence et qui voyait cette modernité à travers le prisme de la culture classique. C'est ça. Il avait un vieux fond de culture classique très solide et qui lui permet premier prix de grec au concours général. Et puis il est en Hippocagne à Albi. Il vient à Paris pour préparer son entrée en Cagne et il est sur le boulevard Saint-Michel. Il a 17 ans et tout d'un coup 18 ans parce que c'est 1929, édition originale de La femme sans tête de Max Ernst, oui. Il l'achète avec son argent de poche. Et Max Ernst lui dédicace 30 ans plus tard en lui mettant à Georges Pompidou 17 ans. Éternellement 17 ans. Alors, on l'a vu entrer au cabinet du général de Gaulle. Le général de Gaulle quitte le pouvoir, on le sait, en janvier 1946, ce qui veut dire qu'il y a là une traversée du désert. Quelle est la place et l'attitude de Georges Pompidou pendant cette période difficile ? Éric Roussel. Il va d'abord, selon le vœu du général de Gaulle, entrer au Conseil d'État. C'est une initiative d'ailleurs très rare du général. Le général est intervenu très peu auprès des responsables de la 4e République pour recommander un certain nombre de gens. Je crois qu'il ne l'a fait que pour, à ma connaissance, que pour Georges Pompidou et pour Palevski, quand Palevski était nommé ambassadeur en Italie. Et donc il est au Conseil d'État. Et puis, il assume de plus en plus une fonction de collaborateur très personnel du général, avec le titre, enfin un peu vague, de chef de cabinet. Et
ce qu'on voit à travers les notes que nous avons publiées, je crois, c'est que il est à la fois extrêmement fidèle au général, il a vraiment de l'affection pour lui, en plus, ça c'est très apparent, mais il a aussi une grande lucidité sur le personnage. Il voit ses erreurs, ses défauts. Enfin, il n'est pas dupe du. Et puis, à mesure que le temps passe, et puis il y a cette aventure du Rassemblement du peuple français, qui tourne au cours au début de, le parti que le général, enfin le mouvement plus exactement que le général a fondé après la guerre. Et qui, après de premiers succès, va échouer finalement au début des années 1950. Et là, on voit très bien que Georges Pompidou ne croit plus vraiment au retour du général, mais vraiment par fidélité, par affection, il reste très proche de lui. Alors, il change un peu de métier, en sens que, à partir de ce moment-là, il entre dans le privé. Il reste proche du général de Gaulle, mais il se rapproche des Rothschild, Catherine Ney. Mais il se rapproche des Rothschild parce que là, pendant les années où il a été très proche, où il ne s'est occupé que du général de Gaulle, il a aussi jaugé l'homme et il le révèle dans ses lettres, c'est qu'il voit que tout grand homme a des failles. Le général était quelqu'un qui était très dépressif, qui avait des grands accès de mélancolie, qui vraiment était déprimé, doutait de lui-même, de la France, de tout le monde, disait du mal de tout le monde. Et ça, il y a une lettre où on voit que ça agace un peu M. Pompidou, qui lui, un jour, l'avait dit à Olivier Guichard, moi je sais maintenant qu'il ne reviendra pas, et donc il a voulu faire autre chose. Il n'y croyait plus, donc on lui a offert d'entrer chez Rothschild. Et la gestion de l'entourage du général de Gaulle était extrêmement difficile, parce que même en tant que chef de cabinet personnel du général, il fallait gérer des tendances qui étaient tout à fait différentes et opposées les unes aux autres. Donc il entre chez les Rothschild, où tout de suite à la banque, et là très vite il va faire sa place, parce que les Rothschild apprécient cet homme, d'abord sa culture, et Marie-Hélène de Rothschild était très elle aussi accessible à tout ce qui était son goût pour la culture, pour l'art moderne, et donc il y avait du répondant face à cet homme, en plus qui était quand même très très beau parleur, et qui avait, je veux dire, ce charisme physique, cette force qui on ne comprend pas Georges Pompidou et l'impact qu'il pouvait avoir sur les autres si on oublie justement cette chose physique, cette énergie qui émanait de lui. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'au moment où le général de Gaulle revient au pouvoir, même si Georges Pompidou n'y croyait pas, il y a la crise du 13 mai, 1958, le général est rappelé, il fonde la Ve République, et si je puis dire, votre père n'en est pas, Alain Pompidou. Il n'est pas... En 1958, le général demande à mon père de devenir son directeur de cabinet, de quitter la banque Rothschild. Il faut convaincre Guy de Rothschild qui était pas très chaud. Il faut convaincre ma mère qui était pas chaude du tout. Et finalement, mon père dit, écoutez, ce sera à titre temporaire pour 6 mois. Il quitte la banque pendant 6 mois. Il y retourne 6 mois après. Et alors, ce qu'on appelle une nationalisation temporaire. Nationalisation temporaire, mais... En 1959, quand le général de Gaulle est élu président de la République, le général de Gaulle, contre tout protocole, lui demande de monter dans la voiture découverte et de descendre les Champs-Élysées avec lui. C'est quand même incroyable. Quelle position particulière auprès du nouveau chef de l'État. Position qui va se confirmer avec les affaires d'Algérie, etc. Éric Roussel, comment peut-on décrire le rôle de Georges Pompidou pendant le mandat, enfin à l'époque où le Premier ministre est Michel Debré, donc dans les années 60-61 ? On peut dire que malgré son éloignement physique du pouvoir, il reste quand même, je crois que ça apparaît bien dans ses lettres, dans ses notes, il reste le collaborateur en qui le général a le plus confiance. Oui. Il va le prouver d'ailleurs au moment des négociations avec le FLN algérien. On le croise parfois dans les couloirs de l'Élysée sur des questions extrêmement sensibles. Et puis d'ailleurs, ce que l'on apprend dans le livre, oui, c'est qu'il n'intervient pas uniquement dans cette négociation avec le FLN qui est assez connu, mais il donne des avis sur la politique en général, sur les affaires de la France, du monde, etc., la façon dont le général les traite, et il donne son avis sans phare, enfin avec quelquefois de façon assez directe. Il y a une lettre à René Brouillet qui est très longue, de 61, je crois. 61. Oui, de 61, dans laquelle il expose vraiment pas un programme, mais enfin, il passe tous les problèmes en revue, en disant voilà, il faudrait corriger ceci, cela. Et on voit d'ailleurs, la lettre l'original porte la mention de l'écriture du général vue.
Donc ça a été visé en fait. Alors il y a les lettres, je trouve que c'est moi le passage le plus intéressant du livre, les lettres qui accompagnent l'arrivée de Georges Pompidou à Matignon sont passionnantes. Elles nous montrent une véritable transformation du personnage. J'espère que tu ne m'en voudras pas, écrit-il à Robert Pujol, de ne pas avoir répondu plus tôt à ta lettre, compte tenu de mes hautes fonctions. Alors il s'amuse bien entendu. De plus, il faut bien constater que j'ai de plus en plus de peine à tenir une plume. L'habitude de dicter devient une seconde nature et de plus fait que l'on pense plus vite qu'on écrit. Il va se révéler dans l'action. Il va devenir le grand Premier ministre du général de Gaulle, Catherine Ney. Il a été le grand Premier ministre du général. D'abord par la durée, il est resté 6 ans. Et puis, je crois que par sa connaissance des hommes et des choses, eh bien, beaucoup de dossiers ont échappé à l'Élysée et tout se traitait à Matignon, où il avait vraiment... il n'était pas un Premier ministre, il était un numéro 1 bis. Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand. Avec un récit de Franck sur Europe 1 où nous retrouvons Georges Pompidou, Premier ministre. Oui, alors je vais le faire court ce récit parce qu'on a tellement de choses à dire encore. Vous avez raison. Mais j'aimerais revenir quand même un instant sur ce moment crucial de décembre 1965 où Georges Pompidou a tenu, si j'ose employer cette image, le général de Gaulle à bout de bras. Vous savez que le général de Gaulle a été mis en ballottage le dimanche 5 décembre, au premier tour de l'élection présidentielle, et il l'a très mal pris, évidemment. Le général écrira plus tard, une vague de tristesse faillit m'entraîner au loin. Et celui qui va éviter de l'entraîner au loin, c'est évidemment Georges Pompidou qui, 2 jours après l'élection, dès le mardi 7 décembre, va reprendre les choses en main et va littéralement organiser lui-même le 2e tour de cette si décisive élection présidentielle. En fait, le jeudi suivant, donc on est là le 9 décembre, il réunit à huis clos les parlementaires gaullistes. On a tout le rapport. Alors, ça ne figure pas ça dans le livre, on n'a pas de document sur cette période-là. Mais en revanche, on a tout le rapport de la fameuse réunion du jeudi. Le Premier ministre se transforme littéralement en chef d'état-major de combat et il fait preuve de cette autorité dont Catherine Ney nous parlait d'emblée. Il fait un discours d'1 heure pour essayer de faire le tour de toutes les questions qui se posent et on comprend très vite, et la presse d'ailleurs ne s'y trompe pas, on se rappelle un certain nombre d'éditoriaux fameux du 10 décembre 1965, la presse ne s'y trompe pas, on est en face du véritable meneur de la campagne de 65. D'abord, il annonce son intention de remanier de fond en comble tout le dispositif dont il l'accuse d'avoir été un dispositif établi pour un plébiscite ou en tout cas un référendum et non pas pour une élection avec plusieurs candidats. Donc là, le Premier ministre décide de devenir beaucoup plus offensif sur un plan politique. J'ai entendu déjà beaucoup de réflexions et de critiques sur tel et tel aspect de la politique menée qui a pu donner à cette élection présidentielle une base de départ difficile, dit-il. J'ai regardé avec beaucoup de soin les résultats de ce premier tour et alors là il analyse les résultats par catégorie socio-professionnelle, par sexe également, puisqu'on constate que les femmes ont voté beaucoup plus massivement pour le général que les hommes, et puis aussi par âge, puisqu'on se rend compte que la jeunesse dans cette affaire a fait défaut au général de Gaulle. Dans les moins de 35 ans, il y a très peu de votes pour le général de Gaulle et ça annonce peut-être déjà un peu ce que sera mai 68. Il analyse également les coupures régionales, il va réorganiser l'action sur le terrain, il décide de mettre la télévision au service du général, c'était pas très difficile à l'époque de l'ORTF, il décide d'utiliser un journal, d'utiliser des affiches, alors il fait des petites affichettes en l'occurrence, l'AFP, l'ORTF, tout est mis au service en quelque sorte, et voilà ce que dit le Premier ministre. Ce travail ne me paraît efficace que s'il est complété par un travail local qui est le travail normal des parlementaires, donc là on va mobiliser évidemment les élus, que ce soit le porte-à-porte, le bouche-à-bouche, alors là évidemment les journalistes éclatent de rire, et le futur président, le Premier ministre dit: pour faire plaisir aux plus pudibonds d'entre vous, je dirais donc bien le bouche à oreille. Travail également qui consiste à toucher quelques personnalités, des maires, des personnalités syndicales, des personnalités religieuses. Il y a là un travail extrêmement important. Ce travail extrêmement important, alors il y a aussi tout un aspect politique. C'est Pompidou qui décide qu'on va attaquer François Mitterrand sur tous les plans, qu'on va monter une véritable campagne anti-Mitterrand avec le résultat qu'on connaît, le 19 décembre, la victoire de De Gaulle par 55% des suffrages exprimés, plus de 2 millions de voix de plus qu'à François Mitterrand. On peut dire que pour Georges Pompidou, c'est mission accomplie.
Un extrait du thème et variation pour violon et piano composé par Olivier Messiaen. Alors nous avons beaucoup de messages dont certains sont extrêmement pointus et précis, mais il y a aussi des témoignages, je dirais, de fidélité et d'amitié. Je peux témoigner de la générosité de Georges Pompidou, écrit Claude. En 1965, mon mari, un très jeune alpiniste, a été victime d'un accident de montagne mortel avec un alpiniste plus âgé, très connu lui. Suite à cet accident, veuve avec un petit garçon de 11 mois, quelque temps après ces événements, j'ai reçu une très belle lettre avec un chèque à titre personnel de Georges Pompidou. Stupéfaction et émotion, nous dit Claude. Et Georges Pompidou nous dit par ailleurs Bernard, par exemple, je prends les messages un peu au hasard, je vous l'avoue, était un homme politique très aimé. Moi qui suis de gauche, je l'appréciais beaucoup et on a beaucoup de messages qui vont en ce sens. Alors, il ne nous reste pas énormément de temps, mais dans un instant, on va parler quand même de ce qui explique qu'on puisse aujourd'hui consacrer une émission aussi longue sur un personnage qui a disparu il y a bientôt 40 ans. C'est la présidence Pompidou, car après tout, en 1969, il devient le successeur du général de Gaulle. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Le groupe Archibald sur Europe 1. We love you, monsieur Pompidou, Franck. Oui, je crois que ce nom Pompidou plaisait beaucoup aux artistes parce qu'il était bien sûr très poétique et très amusant. Vous nous disiez à l'instant, Catherine Neck, en 68, il y avait 300 000 chômeurs en France. Évidemment, il faut se remettre dans le contexte d'une époque où c'est la croissance totale. Mais oui, c'était les 30 glorieuses et 300 000 chômeurs. Et d'ailleurs, le président Pompidou disait la France ne supporterait pas 500 000 chômeurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ses idées économiques étaient d'ailleurs très limpide, c'est-à-dire l'industrialisation, le plein emploi. Et lorsqu'il parlait de la ménagère qui a envie d'une machine à laver, et tout ça, il était très compris. Surtout que la France en était encore avait besoin d'être très modernisée. Moi, quelque chose qui m'avait frappé, c'est en mai 68, le Matignon était coupé de la France entière. Parce que le Premier ministre était encore Pompidou. Il était Premier ministre. Il ne savait pas ce qui se passait dans le pays parce que pour appeler les préfectures, il fallait passer par les demoiselles des postes qui étaient en grève. Donc le pays ne marchait plus. Donc il y avait toute la modernisation à faire. Et lui, c'était ça sa grande idée. Il disait, faut pas embêter les Français à faire des lois tout le temps, à tout réglementer. Il y a qu'une chose, c'est le plein emploi, l'industrialisation. Et voilà. Mais c'est comme ça qu'on fait des Français heureux. Alors, finalement, André Malraux disait le général de Gaulle, c'est la France, Pompidou, c'est les Français. Oui, c'est ça, il y a bien cette distinction. Et pour ceux qui auraient la nostalgie de cette période et de cette ébullition, je conseille la lecture chez François Bourin de ce grand album de Jean-Louis Marzorati qui s'appelle Les années Pompidou, 1969-1974. Alors donc, en 69, Pompidou devient le président de la République. Nous allons d'ailleurs l'écouter. Désigné par le peuple français pour exercer la charge de président de la République, j'en prends officiellement possession. J'évoquerai d'abord la personne du général de Gaulle. C'est lui qui a doté notre pays d'institutions grâce auxquelles nous avons connu 10 années de stabilité politique. Tout au long de ces 10 années, le général de Gaulle a représenté la France avec un éclat et une autorité sans précédent. Mon devoir m'est tracé par son exemple. On voit bien, Éric Roussel, que ce début de présidence Pompidou s'inscrit dans une apparente continuité. En fait, il y avait quand même un peu des tempêtes à l'intérieur du gaullisme à cette époque. C'est-à-dire qu'il y a eu cette rupture un peu sentimentale qui a commencé, qui s'est révélée en mai 68, lorsque le général est parti en Allemagne, ce que Georges Pompidou a durement ressenti, et qui s'est aggravé au moment de l'affaire Markovic. Mais si vous voulez, alors on n'aura pas le temps aujourd'hui de parler de l'affaire Markovic, c'est dommage, mais c'est pas l'objet du tout du livre. Mais à partir de là, Georges Pompidou, ça apparaît très très clairement, a fait clairement le départ entre son attachement, cette relation sentimentale qu'il avait pour le général, et qui était altérée, il faut bien le dire,
Et puis son attachement, alors très sincère, aux principes fondamentaux du gaullisme, notamment en matière de politique extérieure, parce que c'est là que c'est marqué surtout la continuité. Et au fond, quand on regarde objectivement les deux périodes de la Ve République à ses débuts, la période gaulienne et la période pompidolienne, on s'aperçoit qu'il y a une très grande continuité, spécialement sur le plan de la politique intérieure. Alors, Georges Pompidou a apporté sa marque propre dans un certain nombre de domaines, mais ce qu'il dit dans ce discours me paraît avoir été tenu. Alors Alain Pompidou, dès 1968, votre père avait eu des alertes de santé, mais la maladie va ressurgir au début de la présidence, en vérité. La maladie ne ressurgit pas en 72, mais les stigmates de la maladie apparaissent. Voilà. Effectivement, en 68, il y avait eu quand même les événements de 68, il y avait eu le fait que le général avait désavoué son Premier ministre, qu'il n'avait pas renommé, que l'affaire Markovic tombe là-dessus. Effectivement, on pouvait estimer et considérer qu'il était fatigué physiquement. Et il s'est remis très vite, parce qu'en septembre, il arrive à l'Assemblée nationale, il est élu député, et là c'est l'ovation générale, et il en est fier. Il le dit, il le raconte à Pujol, et il en est particulièrement fier. En 72, apparaissent les premiers stigmates de la maladie. À ce moment-là, son médecin, le professeur Jean Vignalou, fait appel au professeur Jean Bernard, puisque c'était un aspect hématologique. Les médecins se concertent, indépendamment de moi. Je suis dans une pièce à côté, et les médecins me demandent de revenir au bout de 20 minutes. Qu'est-ce qui se passe ? Les médecins me disent, le professeur Jean Bernard, le professeur Vignalou, me disent, écoutez, votre père... il a une constitution solide, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il a véritablement un optimisme affirmé. Et il est effectivement atteint d'une maladie rare, dont on ne connaît pas la cause, dont on ne connaît pas le traitement, et dont on ne connaissait pas à l'époque l'évolution. C'est un homme intelligent. On ne peut pas lui expliquer qu'il a une maladie qui a un nom impossible et dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Donc, on décide de ne pas lui donner de diagnostic. On vous demande, vous qui êtes médecin, vous savez ce que c'est, mais néanmoins, vous n'en savez pas plus que nous. Et on vous demande de ne rien dire à votre mère, mais on vous charge de l'accompagnement psychologique de votre père. Et c'était d'autant plus simple pour moi que depuis que j'étais rentré dans cette famille, mes relations avec mon père étaient extrêmement étroites. Oui, mais alors ça veut dire quoi l'accompagnement psychologique ? C'est-à-dire que comment lui expliquiez-vous son état ? Il avait des analyses, avant même qu'elles soient décryptées par ses médecins, il me les montrait et je lui disais, voilà ce que vont te dire les médecins et on va t'en sortir. Et jusque 6 heures avant sa mort, il pensait qu'il allait en sortir, ne sachant pas la maladie qu'il avait, ayant une confiance absolue dans ses médecins, ayant une confiance absolue dans ce que je lui disais. Et un de ses collaborateurs, Pierre Juillet, demande à le voir 6 heures avant sa mort pour lui montrer un papier qui était important. Je vais rencontrer mon père qui était sur un lit de douleur, mais qui était parfaitement conscient. Et il me dit, de toute façon, dis-lui bien que je suis dans les mains des médecins, que dans 3 jours je suis à Cajarc, dès que je rentre, je le verrai. 6 heures après, il était mort. Oui. Et ça a été évidemment un choc, même si les Français s'y attendaient un peu. On peut dire que la popularité de Pompidou a fait que cette mort a été vécue comme un drame national, Catherine Ney. Ah oui, surtout qu'en plus, la maladie avait été niée par son entourage. Alors les Français voyaient bien qu'il est physiquement, son physique était très altéré, qu'il avait changé, que c'était la cortisone, enfin, qu'il était très malade, mais personne n'imaginait une disparition aussi rapide. Georges Pompidou, lettres, notes et portraits 1928-1974, avec donc le témoignage d'Alain Pompidou que vous avez entendu à notre micro aujourd'hui et une préface d'Éric Roussel qui a édité ce livre, disons-le. Je donne également le titre du dernier livre de Catherine Ney, mais je suis sûr qu'une grande partie de nos auditeurs l'ont déjà lu, c'est L'Impétueux et c'est publié chez Grasset. Merci beaucoup à tous les trois.